Smart Philo, on va parler de la philosophie critique de l'innovation. Alors, on va revenir à des sujets très concrets. Et on en parle avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, auteur d'un certain nombre de livres, L'innovation à l'épreuve de la philosophie au PUF, c'était en 2018, prix du meilleur ouvrage de management 2019. Et puis Philosophie critique de l'innovation et de l'innovateur, édition East, sorti en 2020. Et puis votre dernier livre, qui n'était pas en lien direct avec le sujet. Et puis vous venez d'être nommé directeur de programme au Collège international de philosophie sur une chaire intitulée Philosophie et critique de l'innovation. Alors vous vous êtes dit, profitons-en, vous allez nous faire peut-être une mini-conférence, parce que c'est des conférences type Collège de France que vous allez faire, hein, c'est sérieux, sur cette innovation ou cette critique de l'innovation qui est finalement, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est à l'origine d'une multitude de mots et presque de tensions sociales. Oui, vous avez raison. On commence un programme qui va durer 6 ans sur cette question de la philosophie critique de l'innovation parce qu'on a besoin d'en faire une. Et nous ne la faisons quasiment jamais. Et il y a, en termes de mots, au moins 3 axes importants. Un axe politique. L'axe politique, il est très clair. Dès lors que vous avez une caméra de vidéosurveillance autour de vous, l'usage des données, que l'on soit à Singapour, que l'on soit en Chine ou même ailleurs, l'usage des données à des fins politiques sont très clairs. Nous avons à questionner l'innovation par la politique et l'usage politique qui en est fait, tout comme l'environnement. Vous savez que plus de 80% de nos téléphones portables vont finir sur des plages du Ghana ou de Sierra Leone parce qu'on ne sait pas faire autrement que de les vendre. On vend nos déchets, ils achètent nos déchets et ça va... Ils brûlent sur des décharges. Absolument, près des plages. Ou encore, évidemment, la question humaine, sur la question du transhumanisme ou le projet CRISPR, vous savez, qui va modifier les questions de l'ADN des êtres humains avant même qu'ils naissent. On a besoin... Le transhumanisme, c'est la vie éternelle, hein, c'est le rêve de Google, c'est de nous faire vivre jusqu'à 200 ans. Absolument, c'est essayer de repousser le plus possible la notion de vieillesse et la mort. Donc nous avons des mots, MAUX, concernant l'innovation que nous devons traiter. Et donc il faut mettre des mots MOTS. L'innovation semble incontrôlable et elle semble avoir des conséquences dramatiques. Nous avons une seule façon de penser l'innovation depuis 1911, c'est Schumpeter, la théorie du développement économique, et il y a un écrasement entre ce que l'on fait et le profit. En gros, il faut innover, générer du profit, et on ne se pose aucune autre question. Et ça devient absolument dramatique, parce que les mots dont on vient parler très rapidement, ils sont considérables, liés à l'innovation. Or, chaque jour que nous faisons, chaque jour que nous travaillons, nous allons continuer à innover sans se poser d'autres questions que est-ce que ça va être rentable. Oui, c'est un peu moins vrai maintenant. Enfin, je m'autorise. On a le sentiment qu'il y a une prise de conscience, non ? Aujourd'hui, petite quand même. Mais pas à travers l'innovation. On peut se dire, oui, en effet, il peut avoir plus de développement durable, on va essayer de faire du recyclage. Mais pas sur l'innovation. Mais pas du tout sur l'innovation. Or, c'est bien ça qui va effectivement nous contrôler. Regardez, dans quelques mois, sort l'iPhone 14, il aura un écran plus grand, et puis il aura un composant qui fait qu'on aura un display on en permanence pour avoir l'heure sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton, etc. Qui, vous a demandé ça, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire du numéro 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, etc. Donc vous avez raison, on en parle, dans les faits, ça va être le numéro 1 mondial des ventes de smartphones dans les prochains mois. Mais pourquoi vous insistez sur l'idée qu'il faille faire une critique, justement ? La notion de critique, c'est la mise en examen, d'une certaine manière, des éléments positifs ou négatifs d'un système de pensée. Et donc, dans les éléments positifs, par exemple de Schumpeter, comment voulez-vous aujourd'hui que l'on puisse critiquer Schumpeter dans les années 1910 ? On va avoir un besoin de croissance économique, on a besoin d'emploi, on a besoin de nourrir, on a besoin de se déplacer. Il y a des éléments clairement positifs à la pensée de Schumpeter. Il y a des éléments négatifs, c'est les mots dont on vient parler. Nous avons besoin d'avoir une pensée critique, une pensée qui fait une sorte de mise en examen, un retour d'analyse de ce qui est bon, de ce qui est moins bon, et regarder la validité des propositions de l'innovation. Alors vous avez écrit 2 livres, c'est dire la passion qui vous anime quand vous parlez de ce sujet. Pourquoi avoir pris ce temps, parce qu'écrire un livre prend du temps, sur précisément ces 2 sujets qui traitent pour les deux, de l'innovation et de l'innovateur pour le second ? De formation, je suis plutôt philosophe et c'est ce que je fais tous les jours. Et il m'a semblé que l'innovation avait toujours été regardée lorsqu'on voulait la critiquer. Et vous avez raison de dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut regarder un peu plus le développement durable, les questions sociales, etc. Vous avez raison. Mais souvent avec les catégories de l'ingénieur ou les catégories du manager. École de management d'un côté, école d'ingénieur de l'autre côté. Comment est-ce que l'on peut faire ? La philosophie est absente de cela. Nous avons eu par le passé des critiques techniques, je pense à Simondon par exemple, qui a effectivement commencé à regarder la technique, mais pas l'innovation, c'est-à-dire pas la notion qui va générer le profit. La question philosophique qui va être apportée, c'est de dire dans quelle mesure
on peut regarder une discipline, la philosophie, qui va permettre d'aider à mieux vivre, d'aider à mieux regarder, d'aider à mieux atteindre une forme de sagesse grâce à l'innovation. Est-ce que l'on veut, oui ou non, être surveillé? Est-ce que l'on veut, oui ou non, être protégé? Est-ce que l'on veut... Tout ça sont des questions philosophiques qui sont en dehors des questions managériales et d'ingénieurs que l'on n'exclut pas, mais simplement que l'on vient questionner avec la philosophie. Bah tiens, parlons-en. Et puis Vivatech a fermé ses portes il y a quelques jours, une semaine. On a la French Tech. Est-ce que ces organes, plus ou moins institutionnels, reconnus par l'État, d'ailleurs en tout cas soutenus pour le moins par l'État, est-ce qu'ils intègrent les notions que vous soulevez et que vous allez soulever au sein de ce programme du Collège international de philosophie? Regardez, l'objectif, c'est avoir encore plus de licornes. Vous savez, les licornes, c'est avoir une valorisation d'1 milliard d'euros, de dollars de l'entreprise. Mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va créer. C'est très intéressant que notre président de la Startup Nation nous dit qu'il va falloir avoir de plus en plus de licornes qui vont valoir 1 milliard. Mais c'est un désastre, parce que dans quel but faut-il les avoir? Est-ce que ce but-là va aider ou pas le bien commun? Dans quelle mesure est-ce qu'elles vont aider l'économie? Je n'en doute pas. Mais la façon de mieux vivre, ça, j'ai un sacré doute. Et donc, nous glorifions Vivatech, ce qui est très bien d'une certaine manière, mais n'oublions pas également les conséquences que ça peut avoir. Et la French Tech doit forcément intégrer ces notions philosophiques majeures. Mais comment, alors on tourne autour du sujet, comment vous, finalement, et les entreprises peuvent contribuer à cette philosophie critique? Est-ce qu'elles doivent mettre en leur sein, dans leur COMEX, dans leur CODIR, dans leur conseil d'administration, des philosophes? Ce que je demande... Un quota de philosophes, tiens. Un quota de philosophes. Je ne pense pas qu'il faille un quota de philosophes. Je ne sais pas si on a assez et je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Il faut quand même conduire l'économie. Et ça, c'est important aussi. Je ne sais pas si un comité quota, de philosophes... Un philosophe par conseil d'administration. On pourrait faire ça. L'idée, ce serait plutôt d'essayer de les former à la philosophie. C'est-à-dire que l'enjeu, il est de se dire... Arrêtons d'être écrasés par la pensée unique de Schumpeter sur le profit. Essayons de prendre un peu de distance, d'élévation, c'est le but de la philosophie, pour essayer de regarder et se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Et la question fondamentale que l'on doit toujours se poser, et on le fait pour le profit, il faut bien le comprendre, c'est nécessaire pour survivre, aucun doute, mais à quel prix? Et c'est ça qu'il faut interroger. Comment les ressources humaines peuvent, elles aussi, de leur côté, puisqu'on parlait des entreprises, comment elles peuvent s'accaparer ou pas ces questions de l'innovation et comment cela résonne avec votre sujet? Parce que là, les organisations, les ressources humaines, c'est les DRH. Comment ils peuvent faire? Là aussi, c'est très concret, c'est très même complexe. C'est très concret et on pourrait reprocher à la philosophie parfois de ne pas l'être assez. On peut reprocher au RH, justement, de ne pas rendre concret ces aspects. L'innovation est confisquée par la R&D, par le marketing, parfois un peu le commercial. Les RH, les ressources humaines, doivent s'accaparer pour au moins 2 axes. 1, comment peut-on avoir de nouvelles politiques de ressources humaines innovantes? Globalement, il n'y en a pas beaucoup de très innovantes, c'est très 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 standardisé. Et la deuxième chose, c'est comment elles peuvent... C'est la tech, si je m'autorise, qui entre de plus en plus dans les processus RH. Mais pour simplifier, pour aider, pour supporter, mais pas pour rendre quelque chose de plus innovant. Et le deuxième axe, qui est très important également, c'est de se dire dans quelle mesure les ressources humaines peuvent utiliser l'innovation pour recruter au sens où les individus veulent de plus en plus avoir de sens, plus en plus de responsabilités au sens de la société que je veux encadrer ou que je veux de mieux en mieux. Et pourquoi est-ce que l'innovation qui est porteuse de dynamisme, de contribution, de croissance, de bien-être, de mieux-être, les ressources humaines n'en bénéficient pas? 2, pour influencer l'intérieur de l'entreprise, pour créer quelque chose autour de cette notion d'innovation responsable, et d'un autre côté, pour recruter ceux qui veulent faire du sens, et l'innovation est là pour ça. Mais attendez, avant de nous quitter, innovation responsable à travers votre fenêtre ou de votre fenêtre de philosophe, ça veut dire pouvoir concilier protection de la planète, du climat, de l'environnement et développement économique. C'est ça l'idée d'un... Pas que. Il y a la notion d'environnement, vous avez raison, j'insiste sur les 3 aspects au début de notre discussion. Ah, c'est le triptyque. Absolument, la notion politique. Vous savez, on peut avoir une magnifique planète extrêmement verte, mais avec un système politique où on ne veut pas vivre. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Le système politique, le système environnemental et le système humain. Les 3 axes sont abordés par l'innovation responsable. Et avec l'environnement, vous parliez des smartphones, il y a aussi des ondes qui suscitent un vrai débat autour de cette innovation, parce qu'on a innové autour du téléphone, mais ils envoient des ondes et qui suscitent un vrai débat de société avec des gens qui jettent quasiment leur téléphone en disant « moi je ne peux pas, ça me met en danger ma santé ». Absolument. Il y a à mesurer les effets de l'innovation. Et à mesurer les effets de l'innovation, c'est de s'interroger sur leurs effets que l'on va dire directs sur les clients, sur les
utilisateurs, mais aussi les effets indirects. Bien sûr. Vous parlez évidemment sur les êtres humains, dans quelle mesure c'est important. Bah oui. Il y a toute la faune, la flore également, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur nos écosystèmes à cause de ce type de développement. Allez donc écouter Xavier Pavie, ce sera j'imagine à partir de la rentrée de septembre, il y a un programme j'imagine à consulter, c'est le programme au Collège international de philosophie, vous y serez 6 ans, donc vous aurez l'occasion d'aller le voir, rue Descartes, dans le 5e, l'innovation à l'épreuve de la philosophie au PUF, et puis le volume 5, philosophie critique de l'innovation et de l'innovateur, East Édition, l'un était sorti en 2018 et puis le second en 2020. Merci Xavier Pavie, on se retrouvera en septembre. J'espère que vous aurez le temps de venir nous voir, hein, malgré vos conférences. Mais j'espère bien. Voilà, vous restez fidèles à Smart Job quand même, à très très bientôt. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. On fait une courte pause, on va parler de l'humanitaire. Ça c'est un sujet intéressant parce qu'on a l'impression que ce n'est pas un métier. Il y a beaucoup de bénévolat, ben si c'est un métier. Il y a des ONG qui envoient des salariés, des humanitaires aux 4 coins du globe, notamment sur les points les plus chauds. Je pense à l'Ukraine, je pense à l'Irak et on va accueillir le directeur général délégué de d'Acted, qui est une ONG engagée justement sur ces points chauds. Frédéric de Saint-Cernin est notre invité pour un grand entretien juste après la pause.